En une brève succession de frappes, des véhicules russes transportant des troupes, des munitions et du ravitaillement ont été détectés et détruits presque instantanément, illustrant à quel point le cycle de destruction sur le champ de bataille s'est accéléré par rapport aux premières phases du conflit. Le véritable choc ne réside pas seulement dans le fait que plusieurs véhicules ont été touchés, mais qu'ils l'ont été alors qu'ils transportaient encore des soldats, étaient encore chargés de munitions ou venaient tout juste de s'arrêter pour préparer la prochaine offensive. Cela signifie qu'un seul impact de drone peut désormais accomplir bien plus que la destruction d'une cible unique. Une nouvelle logique de combat prend forme en Ukraine, où les drones ne se contentent plus de chasser les véhicules sur la route. Ils exposent également les troupes cachées, menacent l'artillerie dans des positions couvertes, perturbent les communications et rendent même les plus petits ravitaillements périlleux. Dans ce type de guerre, la distinction entre le front et l'arrière s'estompe, car la pression aérienne pénètre de plus en plus profondément dans le système qui maintient une armée en mouvement. Bienvenue sur l'échiquier global, où nous allons explorer comment cette menace aérienne transforme radicalement le conflit. Restez avec nous, car la valeur essentielle de ce récit n'est pas seulement de constater ce qui a été détruit, mais de comprendre comment cette pression constante venue du ciel modifie silencieusement la manière dont la guerre est menée. Et si les véhicules de ravitaillement, les abris forestiers, les antennes de communication et même les déplacements nocturnes ne sont plus sûrs, quel espace réel de survie la Russie peut-elle encore espérer conserver sur ce champ de bataille? Ce qui rend cette phase du conflit si dangereuse n'est pas seulement l'explosion d'un drone FPV, mais la rapidité de la chaîne d'événements qui la précède, car la menace réelle commence désormais avant même la frappe. Dès qu'une cible est repérée et marquée pour destruction, les équipes de reconnaissance ukrainiennes surveillent le champ de bataille presque sans relâche. Cette observation constante redéfinit ce que le mouvement signifie pour les forces russes. Un véhicule n'a plus besoin d'atteindre la ligne de front pour devenir vulnérable. Il peut être localisé alors qu'il se déplace sur un chemin de terre, qu'il tourne près d'une lisière de forêt, qu'il roule tout feu allumé au crépuscule, ou qu'il s'arrête un court instant près d'une position avancée. Ces détails sont cruciaux, car l'équipe de drone n'a pas besoin d'une longue fenêtre de tir. Il lui suffit d'une observation claire, d'un itinéraire confirmé, ou d'une pause juste assez longue pour fixer la cible. Une fois cela fait, l'étape suivante se déroule très rapidement. Le drone de reconnaissance agit comme les yeux, scrutant le terrain, interprétant les mouvements et confirmant la nature de la cible. L'unité FPV agit ensuite comme la main qui frappe, intervenant avant que la cible ne puisse se réajuster. Cette coordination est désormais l'un des avantages tactiques les plus importants que l'Ukraine a développés. Le danger ne vient pas d'un drone isolé, mais d'un processus interconnecté où un système voit, un autre reçoit et un troisième attaque. La distance entre ces étapes est si courte que les équipages russes ont souvent peu de temps pour réagir une fois identifiés. C'est pourquoi le champ de bataille est plus hostile qu'auparavant. Dans les périodes précédentes, être observé ne signifiait pas toujours être immédiatement frappé. Il pouvait encore y avoir une mince chance de décharger les troupes, de cacher le véhicule, de se retirer ou de se mettre à couvert avant l'arrivée de la frappe. Désormais, cette marge se réduit. Un char qui ralentit pour éviter un terrain accidenté peut déjà donner à l'équipe de frappe suffisamment de temps pour se rapprocher. Un conducteur qui pense qu'un court arrêt à côté d'une structure en ruine est sûr pourrait en fait faciliter le suivi. Même un léger changement de direction peut révéler un schéma vu d'en haut. Car ce qui semble prudent au sol peut paraître prévisible sur le flux vidéo d'un drone. C'est la véritable signification d'une chaîne de destruction raccourcie. Ce n'est pas simplement une amélioration technique, cela modifie les comportements, le timing et le contrôle. Les unités russes sont poussées dans un champ de bataille où le mouvement lui-même comporte un risque tactique. Cela transforme l'avancée russe en un acte dangereux, car la route n'est plus seulement un chemin vers le combat, elle est devenue une partie du combat elle-même. L'interaction entre les deux camps devient très claire. L'Ukraine utilise l'information, la vitesse et la coordination pour créer une pression avant même que le contact direct ne commence.
la Russie est contrainte de se déplacer sous un ciel où la visibilité peut rapidement se transformer en poursuite. Un camp façonne les événements par la connaissance, l'autre perd sa liberté par l'exposition. Cette différence est cruciale car elle affecte le tempo. La force qui voit et réagit la première décide souvent de la suite des événements, tandis que la force sur la route est laissée à réagir à un danger qui est peut-être déjà trop proche. Le problème plus profond est qu'une fois ce schéma répété suffisamment de fois, chaque route commence à sembler surveillée, chaque arrêt dangereux, et chaque délai coûte plus qu'un simple véhicule. Ce qui rend cette frappe si importante, c'est qu'elle n'a pas seulement détruit une arme russe, mais a probablement altéré le timing et la forme d'une attaque plus vaste. Car sur ce champ de bataille, une cible transportant des hommes ou des munitions n'est plus seulement une machine en mouvement. Elle fait partie d'un système plus large qui dépend d'une arrivée au bon endroit, au bon moment. C'est pourquoi le repérage du TOS-1 à Sonsepiok était si crucial. Il s'agit d'un lourd système de lance-roquettes thermobariques conçu pour écraser les positions fortifiées et frapper les troupes cachées dans les tranchées, les bunkers ou les zones couvertes. Lorsqu'une telle plateforme apparaît près d'un secteur actif, cela signifie généralement qu'il ne s'agit pas seulement de puissance de feu. Cela suggère une préparation à une poussée plus forte, car les armes de ce type sont destinées à affaiblir la résistance avant l'intervention d'autres forces. Au moment où il a été repéré, alors qu'il était encore chargé et en cours de préparation, la cible avait déjà plus de signification que sa seule carcasse d'acier. Lorsque le drone a frappé, le résultat n'a pas été simplement un véhicule en flammes filmé par la caméra. Le détail clé était que le lanceur transportait des munitions, ce qui a radicalement changé l'effet de l'impact. Au lieu d'une perte contenue, la frappe a déclenché une explosion beaucoup plus violente, capable de projeter des fragments sur une plus grande distance, de détruire la plateforme au-delà de toute réparation et d'anéantir toute chance immédiate que cette arme participe à l'action à venir. Un tel impact ne se limite pas à un seul point au sol. Il se propage et perturbe le plan qui dépendait de la disponibilité de ce système. La valeur tactique de ce moment devient encore plus claire lorsque ses implications sont analysées. La Russie ne perd pas seulement un atout de combat coûteux, elle perd également les roquettes qu'il contenait, l'équipage nécessaire à son fonctionnement et la pression que cette arme était censée exercer sur les positions ukrainiennes. Cette dernière partie est la plus importante. Un lanceur thermobarique est dangereux non seulement par ce qu'il détruit, mais aussi par ce qu'il rend possible ensuite. Si ce système était destiné à ouvrir la voie à une autre manœuvre, alors le détruire avant qu'il ne tire signifie plus qu'arrêter une machine. Cela signifie briser la première étape d'une séquence avant même que celle-ci ne puisse commencer. La même logique s'applique à d'autres cibles qui peuvent sembler moins spectaculaires à première vue. Un camion transportant de l'infanterie ne fait pas que transporter des soldats. Il livre de la main-d'œuvre à un point de pression. Un véhicule apportant des munitions ne fait pas que déplacer du fret. Il prolonge la durée de vie de l'attaque à venir. Un transporteur de ravitaillement qui vient d'arriver près du front n'est pas simplement garé. Il fait partie de l'effort visant à maintenir une position contestée active. Lorsqu'un drone frappe à cet instant précis, les dégâts se produisent à plusieurs niveaux simultanément. Des hommes peuvent être perdus, du matériel peut brûler, des fournitures peuvent disparaître, et l'attaque que ces ressources étaient censées soutenir peut ralentir ou échouer avant même de commencer pleinement. C'est là que la logique réelle du champ de bataille commence à basculer. Un drone à faible coût n'est plus précieux uniquement parce qu'il peut détruire quelque chose de cher. Sa véritable valeur vient de sa capacité à frapper la cible au moment où celle-ci a le plus de signification tactique. Sur un champ de bataille comme celui-ci, un coup de drone précis peut remodeler les événements bien au-delà de la cible elle-même. Et si une frappe relativement bon marché peut arrêter un déploiement entier au moment exact, alors la logique des coups de la guerre est-elle en train d'être complètement bouleversée? Ce qui rend cette phase des combats encore plus sévère, c'est que ce cachet commence à perdre de son sens. Car le champ de bataille ne punit plus seulement le mouvement à découvert. Il punit désormais la croyance
selon laquelle une simple couverture peut encore protéger les hommes, les armes et les munitions. Une fois que les drones commencent à chercher depuis le ciel, les équipes de drones ukrainiennes ne se contentent pas de chasser les véhicules sur les routes ou de frapper les machines en mouvement. Elles suivent l'infanterie qui se jette dans les buissons après avoir été repérée. Elles traquent les soldats qui se précipitent dans des maisons endommagées, espérant que des murs brisés les cacheront. Elles trouvent des positions creusées dans des zones boisées où les équipages d'artillerie faisaient autrefois confiance aux arbres, aux ombres et aux terrains accidentés pour réduire le danger. Elles découvrent également des points de ravitaillement et des caches de munitions dissimulées à l'intérieur de structures ou nichées dans des espaces clos qui semblent sécurisés depuis le sol. Ce qui paraît dissimulé aux hommes en dessous peut sembler exposé depuis les airs une fois la recherche commencée. La raison de ce phénomène n'est pas difficile à comprendre. Les drones voient le champ de bataille sous des angles que les troupes au sol ne peuvent pas contrôler. Et cet avantage change tout. Un soldat immobile à côté d'un buisson peut penser que la forme de son corps se fond dans le terrain. Pourtant, un drone regardant vers le bas peut détecter son contour, le chemin qu'il a emprunté ou la légère perturbation autour de lui. Une maison en ruine peut sembler suffisamment solide pour bloquer la vue depuis une direction, mais le toit peut être endommagé, les murs ouverts et les points d'entrée restés visibles d'en haut. Par faible luminosité, cette pression ne disparaît pas. Les caméras thermiques peuvent poursuivre la recherche et distinguer une présence humaine du sol plus froid qui l'entoure. C'est là que l'interaction entre les deux camps devient beaucoup plus nette. Les forces russes tentent de protéger leurs hommes et leur puissance de feu en les poussant vers des terrains plus serrés et plus cachés. L'Ukraine utilise des drones pour briser ce sentiment de sécurité et transformer l'abri en un simple délai temporaire plutôt qu'en une véritable protection. Le résultat est un champ de bataille où la dissimulation est mise à l'épreuve encore et encore. Et dans de nombreux cas, elle échoue sous une observation soutenue. Cela a des conséquences qui vont au-delà de la survie à un instant donné. Cela affecte la durée pendant laquelle les unités peuvent tenir une position, la confiance avec laquelle les équipages peuvent préparer leurs armes et le temps que les soldats pensent avoir avant l'arrivée de la prochaine menace. Le schéma devient plus clair lorsque la séquence est suivie étape par étape. Un combattant solitaire est vu en mouvement, puis se cache dans des buissons. Le drone ne le perd pas de vue. Il continue de chercher, puis frappe. Un groupe atteint une structure endommagée et disparaît à l'intérieur. Le drone tourne en rond, attend, puis attaque le bâtiment ou repère un mouvement autour de celui-ci. Une position d'artillerie est placée à l'intérieur d'une lisière de forêt, soigneusement camouflée pour réduire l'exposition. La recherche aérienne trouve toujours l'emplacement et la mission de tir qui devait rester cachée devient la prochaine cible. Un point de stockage de munitions semble protégé par des murs ou un couvert forestier. Pourtant, une fois identifié, il cesse d'être une réserve et devient un point de vulnérabilité. Chaque scène semble différente au premier abord, mais la règle sous-jacente est la même. Une fois une cible trouvée, échapper à la chaîne de pression devient beaucoup plus difficile qu'auparavant. C'est pourquoi le problème plus vaste n'est pas seulement que quelques positions cachées sont exposées. Le problème plus vaste est que l'idée même de dissimulation sûre est mise sous pression. Les lisières de forêt, les abris creusés, les maisons endommagées et les positions couvertes sont toujours utiles, mais ils n'offrent plus la certitude d'antan. Ils peuvent réduire les risques pendant un court instant, mais ils ne mettent pas fin à la recherche. Sur ce champ de bataille, être invisible un instant n'est plus synonyme de sécurité. Et cela laisse une question sérieuse en suspens. Dans une guerre où la couverture FPV est si dense, les bois et les fortifications sont-ils encore de véritables abris ou deviennent-ils des lieux qui n'ajoutent que quelques minutes supplémentaires avant l'arrivée de la frappe? Ce qui importe le plus dans cette phase est que la destruction d'un seul véhicule n'est plus l'objectif principal, car briser la capacité de l'ennemi à voir, communiquer et réagir
peut créer un impact beaucoup plus profond sur l'ensemble du champ de bataille. Ces dispositifs peuvent sembler moins menaçants par rapport aux véhicules blindés ou aux pièces d'artillerie, mais ils jouent un rôle essentiel dans le maintien de la connexion entre les unités. Grâce à eux, les ordres sont transmis, les avertissements partagés et les drones guidés vers leur cible. Lorsqu'un tel nœud est actif, il agit comme un point central qui relie l'observation, la décision et l'action en un seul flux. Une fois localisé, il devient plus qu'un simple équipement. Il devient une passerelle vers l'ensemble du réseau local. Lorsqu'une frappe de drone touche l'une de ces antennes, l'effet se propage au-delà des dégâts immédiats. La destruction physique de l'appareil n'est que la première couche. Le résultat plus profond est la perte soudaine de coordination dans cette zone. Les unités qui dépendaient de cette connexion peuvent avoir du mal à recevoir des mises à jour. Les opérateurs de drones peuvent perdre le contrôle ou faire face à des retards. Le soutien de tir peut devenir plus lent ou moins précis en raison de la perturbation du flux d'informations. À ce moment-là, le champ de bataille ne perd pas seulement un outil, il perd en clarté. Et sans clarté, la réaction devient incertaine. Cela crée une interaction claire entre les deux camps. Les forces russes comptent sur les lignes de communication pour maintenir leur connaissance de la situation, guider leurs propres drones et maintenir l'alignement entre leurs unités. L'Ukraine, en revanche, se concentre sur l'identification et la frappe de ces points de connexion pour affaiblir cette structure. Au lieu d'essayer de détruire chaque véhicule ou chaque position, l'approche consiste à frapper les éléments qui permettent au système de fonctionner dans son ensemble. Lorsque ces éléments sont supprimés, même les unités intactes peuvent devenir moins efficaces parce qu'elles ne travaillent plus ensemble en temps réel. L'importance de cette approche devient visible lors des engagements actifs. Une unité qui perd le contact peut hésiter parce qu'elle ne connaît plus la situation autour d'elle. Une équipe de drones qui ne peut pas recevoir de signaux stables peut échouer à suivre les cibles ou à achever une attaque. Un groupe se préparant à se déplacer peut retarder son action par manque de confirmation ou d'ordres actualisés. Ce ne sont pas des moments dramatiques comme des explosions, mais ils modifient les résultats d'une manière plus silencieuse mais puissante. Le champ de bataille commence à ralentir, à se fragmenter et à perdre son rythme. C'est là que l'analyse dépasse la simple destruction. La situation ne consiste plus à compter le nombre de véhicules perdus ou de frappes réussies, mais à comprendre comment le système derrière ces cibles est affaibli étape par étape. Chaque antenne retirée, chaque lien brisé, réduit la capacité des forces russes à réagir rapidement et à coordonner sous pression. L'effet s'accumule avec le temps et peut façonner le comportement de tout un secteur, même si de nombreux actifs physiques sont toujours présents. Lorsque cette couche est combinée à la pression exercée précédemment sur le mouvement et la dissimulation, le tableau devient plus clair. Les véhicules sont à risque lorsqu'ils se déplacent. Les positions cachées ne sont plus sûres. La communication n'est plus stable. Ces pressions n'agissent pas seules, elles se renforcent mutuellement. Une unité qui ne peut pas bien se cacher devient plus facile à suivre. Une unité qui ne peut pas bien communiquer devient plus lente à réagir. Une unité qui est plus lente à réagir devient plus exposée à la prochaine frappe. C'est pourquoi le champ de bataille donne désormais l'impression d'être sous pression de plusieurs directions à la fois. La menace ne vient pas seulement de ce qui peut être vu directement, elle vient aussi de ce qui ne peut être coordonné à temps. Et lorsque cela se produit, les dégâts ne se limitent pas à une seule cible. Ils se propagent à travers les décisions, le timing et le contrôle. La question réelle devient donc plus difficile à résoudre. Quelle perte pèse le plus lourd dans ce type de guerre? Perdre un seul véhicule ou perdre la capacité de voir, de communiquer et d'agir ensemble sur toute une zone? Ce qui rend cette phase du champ de bataille si critique, c'est que les plus petits mouvements comportent désormais le risque le plus élevé, car les transports légers comme les motos et les quads ne sont plus des cibles de faible priorité, mais sont devenus des maillons essentiels
que les drones chassent activement. Ce changement modifie le fonctionnement du ravitaillement et des déplacements sur le front. Ces véhicules légers sont choisis parce qu'ils sont rapides, flexibles et capables de se déplacer sur des chemins étroits où les machines plus grandes ne peuvent pas aller. Ils sont souvent utilisés pour transporter des munitions, de l'eau, du carburant et de l'équipement de base vers des positions déjà sous pression. Ils évacuent également les soldats blessés, livrent des batteries et des pièces de rechange, et soutiennent le flux constant qui maintient les unités opérationnelles. Ce qui semble simple au premier abord est en fait la colonne vertébrale de la survie quotidienne en première ligne. C'est pourquoi leur perte a un poids plus important que prévu. Lorsqu'une moto ou un quad est touché, ce n'est pas seulement un véhicule qui disparaît, c'est la cargaison qui disparaît avec lui, la tâche qui reste inachevée et l'unité qui ne reçoit pas ce dont elle a besoin à temps. Une seule frappe peut retarder le ravitaillement, briser une chaîne de soutien et forcer d'autres à repenser comment et quand ils se déplacent. La séquence des événements sur le champ de bataille montre comment cette pression s'accumule. Une moto se déplace le long d'un itinéraire étroit qui semble moins visible qu'une route principale. Un quad transporte des fournitures sur un terrain accidenté, comptant sur la vitesse et un profil plus petit pour réduire les risques. Ces mouvements ne sont pas des actions offensives, ce sont des étapes nécessaires pour maintenir les positions en vie. Pourtant, dès qu'un drone les détecte, la situation change rapidement. Le véhicule est suivi, poursuivi, puis frappé au moment où l'évasion devient la plus difficile. Cela crée un schéma où même le plus petit mouvement logistique devient incertain. Les unités ne peuvent plus compter sur un simple transport. Chaque trajet vers l'avant comporte un risque. Chaque trajet de retour peut être interrompu. Lorsque cela se produit de manière répétée, l'impact se propage au-delà d'un seul emplacement. Un retard dans une livraison peut être géré. Plusieurs retards commencent à affaiblir la capacité à tenir le terrain. C'est là que l'effet plus profond devient visible. La pression sur la ligne de front n'est pas maintenue uniquement par des armes lourdes ou de grandes formations. Elle dépend d'un soutien constant et continu. Les soldats ont besoin de munitions pour continuer à se battre, de carburant pour continuer à se déplacer et de fournitures de base pour rester opérationnels. Lorsque ces apports deviennent plus difficiles à livrer, toute la structure commence à souffrir. Les hommes commencent à économiser leurs munitions parce que le ravitaillement n'est plus certain. Les mouvements deviennent plus prudents parce que chaque route peut être surveillée. Les efforts de récupération ralentissent parce que le transport est moins fiable. Au fil du temps, tenir une position exige plus d'efforts tout en offrant moins de stabilité. C'est ainsi que des pertes mineures répétées commencent à créer des conséquences plus importantes sur une zone plus vaste. L'interaction entre les deux camps met en évidence la stratégie sous-jacente. La Russie dépend de ses véhicules légers pour soutenir l'activité de première ligne. L'Ukraine n'a pas besoin de détruire chaque atout majeur pour exercer une pression. En ciblant les motos, les quads et les transports similaires, elle peut réduire le flux qui alimente à la fois la main-d'œuvre et la puissance de feu. Chaque frappe réussie entraîne un délai, un changement d'itinéraire ou une autre tentative sous la même menace. Cette répétition est plus importante que n'importe quel impact isolé. Ce qui ressort à la fin de ce récit, ce n'est pas seulement que davantage de véhicules russes ont été détruits, mais que le champ de bataille lui-même semble désormais punir presque toutes les actions visibles. Chars, camions de ravitaillement, systèmes thermobariques, positions cachées, antennes de communication et même convois de motos sont tous pris dans le même schéma. Ce schéma est simple. Une fois une cible repérée, elle peut être suivie. Et une fois que cela se produit constamment sur les routes, dans les forêts, les abris et les lignes de ravitaillement, les dégâts réels vont bien au-delà d'une seule explosion sur une partie du front. C'est ce qui rend la situation plus grave qu'une série normale de frappes de drones. L'Ukraine ne se contente pas de détruire du matériel. Elle utilise les drones pour étrangler simultanément plusieurs couches de l'activité russe sur le champ de bataille. En même temps, la guerre est toujours une course à l'adaptation,
Et cela maintient la question plus vaste ouverte. La Russie peut-elle trouver un moyen de ralentir cette pression aérienne et de retrouver une marge de manœuvre? Ou l'Ukraine va-t-elle étendre cet avantage et rendre le ciel encore plus décisif dans davantage de secteurs? Laissez un commentaire et partagez votre avis sur le camp le plus susceptible de s'adapter le plus rapidement sur un champ de bataille où presque chaque mouvement peut être traqué depuis les airs. Si ce rapport vous a aidé à comprendre comment la guerre évolue, aimez, partagez la vidéo et abonnez-vous à l'Échiquier Global pour plus d'analyses approfondies du champ de bataille.